Hello mes vies, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le bilan de janvier. Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir pour un bilan lecture. Ça fait des années que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Avant toute chose, oui j'ai les cheveux gras. Voilà, comme ça tu passes pas tout le temps de la vidéo à te demander si j'ai les cheveux gras. J'ai les cheveux gras, ceci n'est pas pour le style, voilà. Pensez pas qu'on met ça pour le style. Si vous voyez quelqu'un avec ça sur la tête dans la rue, c'est parce qu'on a les cheveux gras. C'est le jour où je dois me les laver et quand c'est le jour de me les laver, je mets de l'huile sur mes cheveux. Voilà, parenthèse fermée, on commence tout de suite avec le bilan. Tout d'abord, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de janvier, vraiment n'hésitez pas, moi ça me fait hyper plaisir que vous me partagez vos lectures avec moi et au moins ça peut me donner des petites idées. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu des coups de cœur parce que moi je vais vous en partager deux. Alors en janvier j'ai lu 7 livres, ce qui fait en tout 2672 pages environ. On a lu 4 thrillers slash polar, thrillers domestiques. Et cela montre vraiment que je suis en train de devenir fan de thrillers. Et surtout de thrillers domestiques. Donc pareil, si vous avez des thrillers domestiques à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment je me rends compte que les thrillers que j'aime, c'est vraiment les thrillers style... plus dans la vie intime, quand il se passe des choses dans un cercle fermé. Pas forcément avec beaucoup de meurtres et tout, mais avec plein de secrets et tout ça. J'adore, vraiment je suis trop fan. Ne me proposez pas La femme de ménage, j'ai déjà lu, je suis pas hyper fan. Donc 4 thrillers, une fantasy, un fantastique slash thriller et un livre documentaire. Voilà, franchement il y en a pour tous les goûts, donc restez sur cette vidéo. Ensuite, il y a eu 2 coups de cœur, une relecture, du bon et du moins bon et une déception. Franchement, il y a de tout dans cette vidéo. Donc c'est parti. Je commence tout de suite avec le premier livre que j'ai fini en janvier parce que je crois qu'il me semble que je l'avais commencé en décembre mais je l'ai fini en janvier donc je l'ai mis dans le bilan de janvier. Il s'agit de Millennium, le tome 1 de Stieg Larsson chez les éditions Actes Sud. Classique du polar et vu que je voulais commencer à lire du policier, du polar slash thriller, enfin tout ça en année 2026, quoi de mieux que se diriger vers The Classic. Donc forcément j'ai commencé par Millennium et peut-être que je n'aurais peut-être pas dû parce que j'ai plus eu l'impression de perdre mon temps qu'autre chose. Alors oui, l'histoire est pas mal, bien ficelée, mais je me suis quand même un peu ennuyée. Pour un résumé, sachez que je suis très nulle pour faire les résumés comme ça de tête parce que je les prépare pas forcément à l'avance, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais ne me jugez pas sur mes résumés. Je pense que je vais prendre le joker et que je vais vous lire le résumé. On va faire ça parce que vraiment là ça remonte très loin dans mon cerveau. Donc c'est parti, je vous lis une partie du résumé. Ancien rédacteur de Millennium, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blomqvist est contacté par un gros industriel pour lancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos du Nil, la petite nièce de Henrik Wenger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondée par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair, Michael Blomqvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés, jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, moi il y a eu tout l'aspect économique et tout qui m'a perdu parce que c'est pas du tout ce que j'aime, c'est pas du tout mon domaine. Donc déjà à partir de là, j'étais pas mal genre dans le flou parce que je comprenais pas ce que ça faisait faire là. Et en vrai avec la résolution de la fin, bon, on se dit bon ok c'était peut-être nécessaire, mais j'ai trouvé que c'était pas non plus hyper nécessaire de vraiment mettre ce point là-dessus. Enfin vraiment moi ce côté-là m'a perdu, mais je pense que c'est juste pas fait pour moi et je pense que si vous aimez pas trop les affaires où on mêle vraiment les trucs économiques et tout ça, je pense que vous pouvez vraiment passer votre chemin. Pour mon avis, comme je vous l'ai dit, l'histoire était pas mal, je peux comprendre pourquoi c'est un peu un classique du genre, mais vraiment je trouve que ça a très mal vieilli et je trouve que maintenant avec tout ce qui est sorti ces dernières années, on peut largement trouver mieux, en tout cas dans mes goûts. Je suis ennuyée, j'ai trouvé l'histoire prenait quand même pas mal en longueur, il y avait des aspects qui moi ne m'intéressaient pas du tout donc forcément ça m'ennuyait.
Après, oui, c'est bien écrit. En fait, c'est assez agréable de le lire parce que l'auteur arrive quand même à installer une ambiance très froide, très brutale. Ça, pour le coup, c'est vraiment très bien fait. On peut y croire vraiment, on a toutes les images en texte, etc. Mais vraiment, moi, tout ce côté-là m'a perdu. Et ensuite, j'ai trouvé ça quand même très cliché. Voilà, comme je vous l'ai lu dans le résumé, on a 2 personnages et vraiment des personnages très, très, très clichés. Et notamment la femme, comme d'habitude. Elle est décrite avec un trait de personnalité d'autisme. Mais ça, à la limite, c'était intéressant. Mais pour le coup, le fait de l'avoir rentré vraiment dans des clichés de polar, de femmes, voilà, qui veut se taper tout le monde et tout, pourquoi faire? Vraiment, encore une fois, pourquoi faire? Pourquoi dans tous les thrillers que je lis, il y a ce cliché de la femme qui a envie de se taper tout le monde? C'est une dinguerie, enfin bref. Du coup, personnage quand même assez cliché, ce qui fait que pour ma part, je me suis pas du tout attachée au personnage. Voilà. Pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas tant de suspense que ça aussi. J'ai deviné pas le fin mot de l'histoire, mais quand même une grosse partie de la révélation, je l'avais deviné dès le début. Voilà. Donc, pas trop de suspense. Donc, tout ça combiné, ça fait qu'il y a une formule en fait qui marche pas avec moi. J'ai vraiment eu l'impression de perdre mon temps. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu il y a plusieurs années, je peux comprendre pourquoi c'est un livre qui est assez recommandé et tout ça. Mais en vrai, je pense que si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, vous pouvez passer votre chemin. Là, vous pouvez trouver mieux, franchement. Je lui ai mis 3 sur 5, mais je pense vraiment que finalement, c'est plutôt un 2 sur 5. Voilà. Ensuite, on passe à ma deuxième lecture de janvier. Pourquoi je fais ça? À ma deuxième lecture de janvier, qui est un coup de cœur. Voilà, premier coup de cœur de janvier, je suis trop contente. Il s'agit de Rosas et Dragons de Yelena aux éditions Slalom. Regardez-moi cette beauté. Vraiment, il est tout mignon. Et vraiment, la couverture, la beauté de ce livre résume l'intérieur de ce livre. Je vous promets, c'est genre la couverture. Vous prenez la couverture, c'est le contenu du livre. Quelque chose de tout doux, tout cosy. Même si j'ai quand même chialax à la fin, ça a beau être une cosy fantasy. Imaginez pas dans quel état j'étais à la fin. Voilà, la petite larmichette a coulé quand même. C'est un young adulte, je pensais que c'était plutôt un jeunesse, mais on est quand même sur un young adulte. Il y a quand même quelques petites scènes de violence avec une histoire d'amour et tout ça, donc c'est clairement un young adulte. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre, je suis nulle pour retenir les prénoms, donc il n'y aura pas de prénom, sachez-le. On va suivre un jeune homme qui habite dans Arc-en-Flamme, donc c'est une ville dans laquelle il y a des dragons. Les petits dragons, en fait à la naissance, il me semble que c'est à la naissance, on vous attribue un dragon qui va faire partie de votre vie et qui va être un peu votre animal totem, votre animal domestique, et cet animal en fait vous correspond et chaque dragon a un pouvoir qui correspond à votre trait de personnalité. C'est trop bien, vraiment j'adore le concept. Et en parallèle de ça, il y a aussi, vu que c'est un royaume, vous en doutez bien, il y a un deuxième personnage qui est la princesse et qui elle est destinée forcément à suivre les pas de sa mère et de son père, donc de suivre ses devoirs de princesse, sauf que vous doutez bien, elle n'a pas envie de ça, elle a envie de liberté. Donc vous doutez bien que ces deux histoires vont se lier, voilà. On a l'histoire de la princesse qui doit suivre les pas royales, et de l'autre côté on a du coup ce jeune homme qui doit suivre les pas, l'héritage professionnel de son père, qui est vitrier. Est-ce qu'on dit ça comme ça? En gros, il fait des vitraux. Voilà, vous voyez les magnifiques vitraux. Voilà, il fait ça. Et lui, il doit suivre les pas de son père. Voilà, donc on a deux histoires qui sont similaires, mais dans des contextes sociaux différents. Et forcément, vous vous rendez bien compte que ça va se rencontrer. Donc un jour, ce jeune homme veut faire plaisir à son père et essayer de faire des efforts et tout ça. Donc il lui prouve sa motivation. Il dit donc à son père qu'il aimerait bien essayer d'avoir un chantier, d'avoir la responsabilité d'un chantier et de fabriquer les vitraux pour ce chantier-là. Donc il va y aller, sauf qu'il va se passer une petite dinguerie. Et cette petite dinguerie, je vous laisse sur la surprise, mais on est quand même sur un gros problème. Un très gros problème. Et en fait voilà, tout ça va être le fil conducteur de l'histoire. C'est là que les personnages vont se rencontrer, c'est là que tout va se passer. Voilà, donc le fond de cette histoire, c'est ça. Dans un univers vraiment tout rose, tout cosy, tout plein de vitraux, tout plein de couleurs, tout doudou. Vraiment, on se sent bien, on se sent tout confort de ce livre. Il est vraiment parfait si vous avez envie de lire un livre vraiment cosy. Vraiment, je me suis sentie trop bien en lisant ce livre, et l'histoire est vraiment pour le coup originale. Parce que j'ai jamais lu de livre de fantasy avec ce thème des vitraux en fait, et on peut en faire plein de choses. Vraiment, le fait de mettre au cœur de l'histoire ces vitraux, ça permet plein de choses que je n'avais jamais vues en fantasy.
Vraiment, si vous cherchez une cosy fantasy originale, pour le coup, ça l'est. Donc je vous le conseille vraiment pour ça. Ensuite, ce que j'ai adoré dans cette lecture, c'est le fait, bon certes on a l'histoire, voilà, toute cosy, machin, tout ça, mais en fait l'histoire sert à passer des messages, et des messages pour le coup qui moi me tiennent vraiment à cœur. Donc dans toutes ces histoires, dans tous ces traits de personnalité, tous les portraits qu'on a, etc. avec ces personnages, qui sont pour le coup pas du tout clichés, et ça fait du bien dans du young adulte. C'est des personnages qui sont vraiment très réalistes, très ancrés dans notre société en fait, et je pense qu'on peut vraiment se retrouver dans ces deux personnages. L'autrice arrive à passer des messages mais sans que ça soit trop lourd, vous voyez, sans que ça soit vraiment ok, j'écris ce livre pour passer ces messages. C'est vraiment ancré dans les personnages et c'est ça qui fait du bien. Donc ces messages, ça va être style question du genre, question des stéréotypes de genre, sur les clichés de la société, est-ce que la société nous incite à devenir alors que en fait chaque individu est différent. Focalise vraiment sur les clichés de genre, les stéréotypes de genre, parce que notre personnage masculin ne se retrouve pas en fait dans les clichés de la masculinité de la société. Et ça, mais merci, mais ce personnage, je l'adore, il est incroyable. Donc il se demande s'il est gay, il se demande s'il est pas gay, parce que s'il est comme si, ça veut dire qu'il est gay. Il a un dragon femelle alors qu'il est censé avoir un dragon garçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est gay, forcément, voilà. Donc voilà, vraiment, je vous le conseille si vous recherchez une lecture déjà cosy, qui fait du bien avec une histoire originale, mais qui fait aussi passer des messages intelligemment. Vraiment, cette lecture est faite pour vous. Vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce que vraiment, il est trop chouette. Et la fin, franchement, moi, j'adore ce genre de fin. Pas hyper happy end, vous voyez. Franchement, pépite. Ensuite, je vais vous parler d'une petite déception. Voilà. Il s'agit du tome 2 de Sombre Solstice aux éditions Slalom, écrit par Lizzie Felton et Johanna Marines. Il me semble que ça se prononce comme ça, j'espère que je ne me trompe pas. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais adoré, vraiment j'adorais trop l'histoire, l'ambiance très fantastique, en même temps avec un soupçon de petit thriller, de suspense. On était vraiment dans un monde fantomatique, voilà, dans cette forêt où il se passe des choses bizarres. On ne sait pas ce qui se passe avec ce groupe d'amis qui avaient juste envie de passer des vacances entre amis, mais en fait ils se retrouvent coincés dans cette forêt où ils ne peuvent pas sortir. Vraiment j'avais trop adoré, et la fin nous laissait sur un cliffhanger, et vraiment j'étais en mode putain, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Vraiment c'est un fantastique slash thriller, je le définis vraiment comme ça, young adulte. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre dans les années 70 un groupe d'amis qui décident de partir faire du camping pendant un petit week-end en fait, pour remonter le moral de Joshua, je me rappelle de son nom, de Joshua qui a perdu sa grand-mère et qui fait des rêves un peu bizarres depuis quelques temps, donc il est un peu perdu dans ses pensées, ça se voit qu'il est pas bien, etc. Donc ils ont envie de lui remonter le moral, donc ils décident de faire un petit week-end entre amis. Sauf que ce week-end entre amis va vraiment pas se passer comme prévu, car ils vont se retrouver enfermés, coincés dans une forêt où il va se passer plein de trucs bizarres. Il va y avoir par exemple une invasion de papillons, il y a un espèce de fleuve qui descend et remonte selon les nuits, selon la lune. Il y a aussi des habitants très spéciaux, voilà, qui sont un peu restés coincés dans un temps un peu médiéval. Voilà, donc vraiment on est dans ce truc-là, il va y avoir des disparitions et tout ça. Et en même temps, Joshua, il fait des rêves où il voit une femme rousse, et cette femme rousse, il va la voir dans cette forêt. Voilà, vraiment le speech de base est incroyable. J'avais trop envie de lire ce livre-là, c'est ce que j'ai fait. J'avais adoré le tome 1, donc j'avais trop envie de lire le tome 2. Mais le tome 2, ça ne l'a pas fait. Voilà, je suis dégoûtée. Vraiment, je suis trop triste parce que ça avait tout. Et pourtant, je sais pas pourquoi ça l'a pas fait. Enfin si, je sais pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait. En fait, j'ai tout simplement pas retrouvé ce que j'avais aimé dans le tome 1. J'ai trouvé qu'on tombait très vite dans le cliché, très vite dans le pathos et dans la facilité, et ça m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu du tout, voilà. Déjà, premier truc qui montre que ça n'a pas du tout été une bonne lecture pour moi, le livre fait 300 et quelques pages, j'ai mis 1 mois à le lire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un livre comme ça, je le lis en 5 jours. Normalement. Voire 3 jours. Ça dépend si je suis fatiguée ou pas fatiguée. 1 mois,
ça commence à faire beaucoup. Du coup, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'avais pas envie de me remettre dedans, donc je lisais pas tous les jours. Quand je me mettais dedans, je lisais 2 pages toutes les 10 minutes, tellement que j'étais en mode pas investie dans le truc et que du coup je regardais mon téléphone, je regardais ce qui se passait à côté de moi, je devais relire les phrases parce que quand je lisais, en fait, je lisais pas vraiment. Si ça fait ça, c'est que c'est mort. Voilà, déjà, on n'est pas bien partis, toi et moi. Et en fait, je pense que ça m'a fait ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas retrouvé les ingrédients que j'avais aimés dans le tome 1. Et en fait, je trouvais que la force du tome 1, c'était vraiment ce groupe d'amis, etc., qui vivaient les choses ensemble. Et là, en fait, on se focalise vraiment sur 2 personnages, qui m'a vraiment sorti de ma lecture. Et tout se passe très vite et très lentement à la fois. C'est-à-dire qu'on nous balance plein d'infos, et du coup, ces infos, on les exploite pas vraiment comme il faut. Et en même temps, j'ai trouvé ça très lent parce que ces infos qu'on nous balance à la gueule, elles tournent en rond. C'est toujours les mêmes, mais c'est très bizarre. J'avais vraiment l'impression d'être dans un tourbillon en mode on avance, on n'avance pas, on avance, on n'avance pas. Et ça m'a dérangée. Voilà, je pense que c'est un mécanisme qui peut marcher avec certains, mais avec moi, ça l'a pas du tout fait. Ensuite, pour moi, le gros point faible de ce livre, c'est que les dénouements sont beaucoup trop faciles. Voilà. En fait, dans le tome 1, on nous met plein de suspense et tout ça. Dans le tome 2, on nous balance tout comme ça et on nous justifie tout ça par la même chose, par la magie. Voilà. Il y a la magie, il y a ces éléments de fantôme et tout s'explique comme ça. Voilà, on va pas chercher plus loin. Tu te débrouilles, tu prends pas, tu te fais ton avis, machin. Et ça l'a pas du tout fait avec moi, j'ai trouvé ça beaucoup trop facile. Donc forcément, déjà que tu t'ennuies. Si on te balance en plus de ça des solutions beaucoup trop faciles, ben ça marche pas quoi. Surtout en fait, j'ai trouvé que ça enlevait la tension de la chose. On te balance quelque chose de très facile auquel tu t'attends et on te justifie ça par la magie. Ben la tension elle est plus là. On n'y croit plus en fait, vraiment. Très dommage, très dommage. Par contre la fin, c'est un peu un point positif. Je l'ai trouvée très émouvante. Et pour le coup, c'est une fin qui peut être crédible pour moi. Je l'ai trouvée assez juste. Et je trouve que les éditions Slalom, ils sont assez forts pour ça. Comme pour Rosas et Dragons par exemple. Parce que leurs fins sont très crédibles, sont très légitimes en fait dans tout ce qui se passe dans le livre. Donc pour le coup, heureusement qu'il y avait la fin parce que sinon c'était vraiment une catastrophe. Et je lui ai mis combien? J'ai pas mis de note. Je crois que je lui ai mis 2 sur 5. Donc vraiment, c'est que ça l'a vraiment pas trop fait. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez lu le tome 1, le tome 2, ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. On enchaîne avec une livre en demi-teinte, voilà, qui n'était pas très folle. Il s'agit de 2,2 secondes de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Voilà, on poursuit la quête du thriller incroyable que j'essaye de trouver. Ça l'a pas fait avec celui-là. En fait, Maxime Chatham, je l'avais déjà essayé avec Autre Monde, que j'avais pas trop aimé et je m'étais dit que j'allais essayer de le relire sur un thriller. Et au final, j'ai pas trop aimé. En fait, c'est exactement ce que je reprochais aussi à Autre Monde, c'est que je trouvais ça très bien écrit, très bien exploité. Vraiment, je trouve ça... Maxime Chatham, c'est très agréable de lire ses livres parce que c'est vraiment pour le coup très bien écrit. Mais je suis toujours un peu déçue. J'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai pas fini mon appétit. Je reste sur ma faim à chaque fois que je lis un Maxime Chatham. Voilà, il me manque quelque chose et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce livre-là. Donc pour vous faire un résumé, on va suivre encore une fois 2 histoires bien distinctes et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait pour le coup. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans le livre. C'est qu'on va suivre l'histoire de... Comment qu'elle s'appelle, Sana déjà ? On va suivre l'histoire de Constance, il me semble, qui vient de perdre son fils et son mari. Donc je disais, qui vient de perdre son fils et son mari. Elle écrit aussi des scénarios, voilà, c'est son métier. Et après cette dure épreuve, elle décide de rentrer dans la maison de campagne qu'elle avait avec ses parents. Elle décide de retourner là-bas en fait pour se reposer, pour essayer de se remettre de toutes ces émotions, de remettre de cette épreuve et tout ça. Et en fait, on va la suivre dans ce cheminement de deuil, en fait, dans cette maison. Et en fait, elle ne sort pas de cette maison. Il y a vraiment tout qui va se passer dans cette maison. C'est vraiment un huis clos avec elle-même. Donc pour le coup, avec Constance, c'est vraiment un huis clos. Et il va aussi se passer des choses un peu bizarres dans cette maison de campagne. Voilà, des trucs
je vais pas trop vous spoil, mais ça m'a fait penser à Cimetière de Stephen King. Et de l'autre côté, on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, on va suivre une jeune policière qui commence sa carrière un peu d'enquêtrice et on va la suivre dans son enquête. C'est bon, truc classique, un homme qui tue des femmes. Voilà. Donc on va suivre ces deux histoires tout le long du roman qui sont très différentes les unes des autres. Vraiment, c'est deux histoires distinctes. Et en fait, tout le long, on se demande comment ces deux histoires totalement différentes vont se rejoindre. Et pour le coup, c'est vraiment la force de ce roman. C'est pour ça qu'il a 3 sur 5, parce que sinon je pense que je lui aurais mis 2. Et vraiment, j'ai été très surprise de la manière dont ça se rejoint. Donc, il a été fort sur ce point-là. Pourquoi je vous dis que ça n'a pas été une super bonne lecture alors que je vous dis que j'ai adoré ce procédé narratif-là? Pourquoi donc? C'est que j'ai trouvé des lenteurs. Voilà, alors le début m'a complètement happée. J'ai adoré suivre ces deux histoires qui, je trouve, bon, à part l'histoire de la policière qui est assez classique, mais vraiment l'histoire de Constance que j'ai trouvé quand même très intéressante de la suivre vraiment dans ce moment de deuil, dans cette maison cloisonnée et tout ça. J'avais adoré, mais par contre, ça tombe très vite en longueur, où il y a des très longs chapitres sur le deuil, sur la mort, c'est très redondant. Moi, ça m'a très vite ennuyée. Alors certes, c'est un livre sur la mort. Concrètement, c'est un livre qui parle de la mort, qui parle du deuil, tout ça, tout ça. Mais au bout d'un moment, on a compris. Vous me voyez dans des positions différentes depuis tout à l'heure, c'est que Lexi fait des bêtises et que je fais que me lever et revenir, enfin bref. Il y a des gosses, hein, je vous le dis. J'ai trouvé que tout cet aspect, voilà, sur la mort, etc., c'était beaucoup trop. Moi, pour le coup, ça m'a vraiment ennuyée. Je trouve ça intéressant d'exploiter ce thème du deuil, de la mort, mais au bout d'un moment, ça tourne en rond et moi, ça m'a un peu vite saoulée. Donc il y a ça, et après, comme je vous l'ai dit au début, vraiment, je sais pas, il y a un truc qui me manquait. Voilà. Alors c'est bien écrit, etc., mais j'arrivais pas à m'attacher aux personnages, j'arrivais pas à être complètement dedans avec eux, vous voyez. Alors l'histoire de Constance m'a touchée, etc., mais j'avais quand même cette barrière où, comme dans un thriller qui est... Vous voyez, quand vous aimez un thriller de fou, vous êtes vraiment avec les personnages et tout ça, ben j'avais pas ça. Et moi, quand j'ai pas ça dans un thriller, c'est que pour moi, c'est pas forcément un super bon thriller. Donc voilà. Mais par contre, les deux histoires distinctes qui se rejoignent et le pourquoi du comment, je vais pas vous dire, ça m'a mis sur le cul quand même. Ça m'a quand même un peu mis sur le cul. On retrouve le cliché, ce fameux cliché que je déteste dans les thrillers. Faut arrêter avec ça. Vraiment, faut arrêter. La policière qui veut se taper tout le bureau. Pourquoi faire? Il y a zéro intérêt. Alors certes, elle a une histoire d'amour avec un de ses collègues. Mais bon, on peut éviter de dire qu'elle a envie de se taper tout le monde. Non, je peux plus les portraits de femmes comme ça dans les thrillers, faut arrêter. En 2026, il faut arrêter. Tout ça, je lui ai mis la note de 3,5. Ce qui est quand même la moyenne, c'est quand même pas mal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Ensuite, on continue. C'est long, hein. Franchement c'est long et moi je suis à rallonge quand je parle de livres, donc on va essayer de se dépêcher un petit peu. Ensuite, on continue avec Daddy Love. Donc Daddy Love, je vais passer un peu vite dessus parce que je vous ai fait un vlog lecture qui est déjà disponible, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller le voir. Je l'ai lu dans le cadre d'une relecture, j'avais envie de relire des livres que j'avais aimés, donc c'est un ancien coup de cœur qui est toujours d'ailleurs un coup de cœur, voilà. Ce livre est incroyable, c'est pour ça que j'avais envie de le relire. Donc Daddy Love de Joyce Carol Oates. Si vous cherchez un livre marquant, bouleversant, franchement, je vous conseille ce livre. On est un peu aussi dans une espèce de thriller, voilà. Je pense clairement qu'on peut le définir comme ça. Pour faire un petit résumé rapidement, on va suivre une mère qui fait les courses avec son fils de 3 ans. Et en fait, ils ont un petit jeu tous les deux, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont faire les courses, c'est lui qui a la responsabilité de se rappeler d'où est garée la voiture. Voilà. Et au moment de rechercher cette voiture, il ne la trouve pas sur le parking. Et en fait, il y a déjà cette tension qui commence à monter. Où est la voiture? Et à ce moment-là, quand il cherche la voiture, que la mère se retourne pour chercher la voiture, un inconnu va prendre la main du petit garçon, va le tirer. Et ce moment d'inattention de la mère qui cherche la voiture va lui coûter très cher car elle va perdre son enfant. L'homme va kidnapper l'enfant et va partir avec. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini,
Il prend le gosse dans sa voiture et puis il va rouler sur la mer sur 15 mètres. Rien que ça. Voilà. Cerise sur le gâteau. Comme vous l'auriez compris, on va suivre l'histoire de ce petit garçon qui va se faire kidnapper sur 8 ans, il me semble. C'est quand même très long. Sur 8 ans. Et ce livre, bah, qu'est-ce qu'il est incroyable. Voilà. Déjà, le début, c'est ce que j'explique dans mon vlog lecture, c'est que tout le début du livre, toute cette scène de l'enlèvement, on la suit sur plusieurs points de vue. Donc vous avez plusieurs chapitres sur le même événement. Et c'est hyper efficace. Ça fait tellement monter la pression. Donc on a le point de vue du kidnappeur, le point de vue du petit et le point de vue de la mère qui se répète et qui se répète. Et à chaque fois, il y a des détails différents. C'est écrit d'une manière différente parce que c'est dans des points de vue différents. Et ça fait tellement monter la pression. Mais ce procédé narratif est tellement intelligent parce que je vous jure qu'il est hyper efficace. Et c'est ce qui m'avait marqué dans ma première lecture. Je me rappelais vraiment de ça. Et c'est que c'est vraiment hyper efficace. Si vous aimez les livres dans lesquels on parle de kidnapping et tout ça, je vous le conseille à 10 000%. Il est incroyable. En plus de ça, on a vraiment tout le procédé psychologique de tous les personnages. Donc de la mère, du fils et du kidnappeur. Et les procédés psychologiques du kidnappeur sont vraiment, sont tellement genre horribles, mais c'est hyper réel parce que tout est juste, il n'y a rien de trop dans tout ce qu'elle propose, l'autrice. Vraiment, en fait, j'ai du mal à parler de ce livre parce qu'il y a tellement de choses à dire et j'en ai déjà fait une vidéo, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Mais vraiment, pour le coup, tout est intelligemment bien fait. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, et après je pense que je vais arrêter là parce que le point lecture commence à être très lent et que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc voilà. Mais moi, ce qui m'a vraiment aussi marqué, c'est la manière dont l'autrice bon, du coup, la psychologie des personnages, mais aussi à quel point elle montre l'emprise psychologique que le kidnappeur fait sur le petit. En fait, on voit vraiment tout ce procédé qui est hyper bien fait. En fait, on voit à quel point il avait, depuis des années, réfléchi à sa stratégie et qu'il la met en place sur toutes les années, en fait. Pour que l'enfant soit totalement sous l'emprise de cet homme-là. C'est-à-dire que même à la fin, il va à l'école, il voit des copains, il sort faire les courses alors qu'il est kidnappé. Et c'est incroyable. Et pour le coup, je trouve ça très juste parce que, si vous ne savez pas, mais je pense que vous le savez, je suis fan de documentaires sur les meurtres, sur les kidnappings, j'en ai vu. Alors qu'est-ce que j'en ai vu? J'en ai aussi écouté beaucoup, des podcasts, etc. Je connais beaucoup d'affaires sur le sujet et ça existe. Ça existe réellement que des gosses se font enlever sur des années et des années, qui grandissent, etc. Et que même ils arrivent à oublier leurs anciennes vies et du coup ils vivent totalement normalement comme si, en fait, presque rien ne s'était passé. Comme si vraiment c'était leur nouvelle vie, voilà. Et ce livre-là, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, donc si vous cherchez ce genre d'histoire, allez-y, vous serez vraiment pas déçus. Et je vais arrêter là parce que je pourrais parler de tellement d'aspects de ce point, tellement parler de ce livre, tellement il y a de choses à dire, alors qu'il est court, il fait 300 et quelques pages, hein, mais je vous promets que tout est bien fait. Lisez ce livre, et pour le coup, je pense que je vais suivre l'autrice. Bon, je sais pas si elle sort encore des livres, mais je vais lire d'autres livres de cette autrice parce que, Mazel Tov, elle est incroyable. Donc dites-moi en commentaire si déjà vous connaissez l'autrice, si vous avez déjà lu de ses livres et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Voilà, je vais essayer de me presser un peu là parce que j'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours ici, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji en commentaire. Qu'est-ce qu'on met comme emoji? Un truc en rapport. Mettez-moi un petit dragon pour Rosas et Dragon. Voilà, si vous êtes allé au milieu de la vidéo et au bout de la vidéo parce que c'est pas fini, mettez-moi un petit dragon en commentaire, celui que vous voulez, mais un petit dragon. Donc ensuite, on continue avec un autre coup de cœur. Décidément, que des bonnes lectures. Et lui, mais oh là là, si vous aimez les thrillers psychologiques, domestiques, je vous le conseille à 1000%. Moi, pour le coup, ça a totalement marché avec moi. Il s'agit de La femme du serial killer de Alice Hunter aux éditions L'Archipel. Ah, j'ai trop aimé ce livre. Donc pour le coup, je vais pas vraiment vous faire un résumé parce que tout est dans le titre. La femme de serial killer. Du jour au lendemain, je sais plus comment elle s'appelle, comme d'habitude, la dame va se rendre compte, enfin non, elle va pas se rendre compte, elle va apprendre, nous allons apprendre
que son mari est potentiellement un serial killer. Donc les flics arrivent un beau jour de leur magnifique idylle d'amour où tout se passe bien. Ils viennent d'aménager dans une banlieue où tout le monde se connaît. Un peu la Desperate Housewives, vous voyez vraiment l'ambiance qu'on aime? Vous voyez l'ambiance qu'on aime? Voilà, elle est là. Ils viennent de déménager dans un quartier où tout le monde se connaît, tout le monde est beau, tout le monde est rose, la famille parfaite, ils ont une enfant de bas âge, etc. Elle vient d'ouvrir son commerce qui marche bien. Ça pue! Ça pue! Ah! Et du jour au lendemain, son mari se fait convoquer et il va se faire emprisonner parce qu'il aurait potentiellement tué son ex. Ça vous donne pas envie? Franchement, ça vous donne pas envie. Donc, tout est dans le titre, en vrai de vrai. Et c'est ça qui fonctionne bien. C'est qu'on sait un peu d'avance. Bon, on a quand même ce suspense. Est-ce qu'il est vraiment le tueur, etc. Et, ah là là, qu'est-ce qu'elle m'a manipulé, l'autrice. Qu'est-ce qu'elle est forte. Parce que vraiment, je faisais trop la béline. J'étais en mode, oui, bah c'est ça. Je sais que c'est ça, que ça c'est comme ça, qu'il y a ce secret et machin. Damn! Jusqu'à la fin, j'étais en mode, je suis une warrior, je suis trop forte. Eh ben non, je suis une grosse merguez en fait. Si vous aimez vraiment les révélations de la fin, vous voyez, genre jusqu'à la dernière ligne, la dernière page, vous refermez cette dernière page, vous êtes en mode... Je me suis fait manipuler comme ça. Moi là, comme ça, je me suis fait manipuler. Allez, ce livre, il est incroyable. Vraiment, lisez-le. Et ensuite, je vais vous parler de ma dernière lecture qui a vraiment été une très très bonne lecture. Si vous aimez les lectures un peu documentaires, restez parce que je pense que ça peut vous plaire. Et si vous aimez les Disney surtout, c'est très important. Donc ce livre, c'est La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit. Le petit coquin de Julie Gredd aux éditions La Boîte de Pandore. Donc ce livre, je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il était vraiment très bien. Donc c'était vraiment le timing parfait pour que je lise ce livre parce que si vous suivez mes vlogs et tout ça, vous savez qu'avec Mathias, on se remate en fait tous les Disney et qu'on les regarde par ordre chronologique. Et vraiment, du coup, d'avoir lu ce livre-là qui est aussi par ordre chronologique de sortie des Disney, ben, c'était parfait quoi. Je pouvais pas lire ce livre à un autre moment et il fallait absolument que je le sorte de ma palle parce qu'il est dans ma palle de livres à lire absolument en 2026 parce que ça fait très longtemps qu'il est là. Voilà, le petit coquin, ça fait très très longtemps qu'il était là et là c'était timing parfait. Donc bref. Comme le titre l'indique, on va suivre, enfin c'est un, je peux pas dire que c'est un essai, mais c'est un livre, oui voilà, documentaire, qui nous documente en fait sur l'histoire de Walt Disney, sur les studios Disney et sur les histoires des Disney. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que c'est pas du tout scolaire, c'est pas barbant, parce qu'en fait l'autrice met en scène le personnage Walt Disney lui-même. Il nous donne un cours, il est en fait dans une salle de cours, il nous donne un cours, il fait participer les élèves, ça fait un peu comme une pièce de théâtre aussi, vous savez, on a les noms des élèves, etc. et on a leur dialogue. Ça fait vraiment comme une pièce de théâtre, très animée, voilà, comme si on était dans cette salle de séminaire et qui nous parlait à nous et que les élèves nous parlaient aussi à nous. Ce qui est vraiment très dynamique et ce qui fait qu'en fait quand tu lis un documentaire, un livre documentaire, c'est un procédé narratif qui est très efficace parce que du coup, c'est pas barbant. Voilà, on a envie de lire sans être trop saoulé. Et c'est vraiment hyper intelligent de la part de l'autrice. Et ça lui permet aussi, déjà, d'avoir le personnage Walt Disney en lui-même. Donc de vraiment le créer, quoi. Et aussi d'ajouter de l'humour, un ton un peu plus léger, voilà. Et ce qui donne un côté plus agréable à la lecture. Donc vraiment, si vous aimez pas trop lire des livres documentaires où vraiment tout est en bloc, etc. ça peut vraiment vous correspondre. Donc en fait dans ce livre, tout simplement, elle met en scène Walt Disney qui va nous parler voilà, de lui, de ses créations et en fait tout est fait à chaque fois point par point. Sur chaque Disney, vous avez du coup l'histoire d'origine, ce qu'il a voulu faire avec un travail un peu de comparaison entre les histoires d'origine et ce que lui il a fait, les modifications qui ont été rajoutées, le succès ou pas, et différentes adaptations. Donc vraiment pour chaque Disney vous avez tous ces points et c'est vraiment hyper intéressant, vraiment j'ai appris plein de trucs. Par contre le petit point négatif que je pourrais dire, mais après moi ça tient vraiment que de moi, c'est que j'aurais aimé
avoir un peu plus d'informations sur la passerelle entre le moment où Walt Disney meurt et le moment où les studios Disney reprennent les films d'animation, mais sans Walt Disney. Vous voyez, alors on nous en parle, j'ai trouvé que c'était pas assez complet, j'aurais vraiment aimé savoir comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, qui s'est dit, ok on va reprendre le truc, machin et tout. On n'en parle pas vraiment et ça c'est vraiment mon petit regret, j'aurais vraiment aimé en savoir un peu plus, mais après le livre est très court, donc on peut pas non plus trop lui en demander je pense, mais voilà, moi c'est mon petit côté vraiment négatif et c'est pour ça qu'il a 4 sur 5 et pas 5 sur 5. Mais sinon, si vous aimez vraiment l'histoire de Disney, si vous aimez aussi les contes, parce qu'on parle vraiment de tous les contes, et pas forcément que des contes, mais aussi des autres histoires, genre Peter Pan et tout ça, parce que c'est pas des contes. Et c'est bien parce que du coup, on apprend vraiment d'où ça vient, quoi. C'est vraiment hyper intéressant et ça enlève aussi des idées reçues. Parce que moi, j'avais vraiment des idées reçues sur les contes d'origine. Par exemple, genre Blanche-Neige, on m'a toujours dit que c'était une prostituée. À nous de nous faire notre idée, mais en fait, de base, pas du tout. Vraiment, ça enlève les idées reçues et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Et du coup, maintenant, je peux grave faire la maline. Quand on regarde les Disney avec Matcha, je lui dis, ben ça, il y a ça, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça parce que il y a eu ça, machin et tout. Je vous promets, je fais trop la maline, vraiment. Et il est trop bien fait. Enfin, vraiment, si vous pensez, si vous aimez les Disney et tout ça, vous ne pouvez que l'aimer parce que vraiment, on apprend plein de choses. Et Julie Gredd, elle est très forte pour ça parce que j'avais déjà lu un livre d'elle. J'avais lu Les véritables histoires d'amour. Donc, c'est les histoires d'amour sur des personnages historiques qui est vraiment très 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 bien. Donc je vous le conseille aussi. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit bilan lecture de janvier qui était vraiment pas mal complet. Pour le coup, je suis vraiment très contente des lectures que j'ai faites en janvier. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire vos lectures de janvier. Je serais très ravie de les lire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. À activer la petite cloche si vous voulez pour savoir quand je sors une vidéo. À vous abonner à mes autres réseaux sociaux, voilà, vous avez tout en barre d'infos, je vous laisse regarder comme des grands, et à me laisser un petit like et un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà. Pourquoi je fais ça? C'est pas ça, mais c'est ça. Ciao!